Stanley Martin Lieber, qui donc va devenir plus tard Stan Lee, est né en 1922 à New York d'immigrés juifs. Il rejoindra la boîte de son oncle, Martin Goodman, et va donc devenir très rapidement éditeur, puis éditeur en chef à moins de 20 ans. Et pendant une vingtaine d'années, il va écrire également beaucoup d'histoires, des histoires dans toutes sortes de genres différents. Il y aura un petit peu d'histoires de super-héros, mais il va écrire du fantastique, de la science-fiction, et même, ce qui était à la mode pendant un moment, beaucoup de romances, du western. Donc on est très loin du Stan Lee qu'on imagine. D'ailleurs, au bout d'un moment, il en a marre. Et on est en 1961, et Stan Lee a des propositions de boulot beaucoup plus rémunérateurs. Il a envie de tout laisser tomber au niveau des comics. Mais à ce moment-là, Martin Goodman, son boss, lui demande de pondre un truc en copiant une BD très populaire qui est à ce moment-là, qui s'appelle la Justice League of America, bien sûr, chez DC Comics. Sur les conseils de sa femme, Stan Lee va écrire une dernière histoire, avant a priori de tout lâcher. Mais il va la faire à sa façon, il va la faire comme il l'aime, il va se faire plaisir. Et c'est comme ça qu'il va créer les Fantastic Four. Évidemment, c'est un succès absolument colossal qui fait qu'il ne va plus jamais lâcher non seulement les comics, mais les super-héros. Et c'est ainsi également que va naître Marvel Comics. Donc maintenant, nous allons vous parler un petit peu de ce que Stan Lee a réellement apporté au monde des comics. Salut Craig Fordon. Coucou Marius. Et salut vous. Qu'est-ce qui se passe quand Stan Lee crée les 4 Fantastiques? D'ailleurs, est-ce qu'il crée les 4 Fantastiques? Alors, il est l'auteur des 4 Fantastiques, il a imaginé les personnages et les ont été mis en image par Jack Kirby. C'est vrai qu'une des spécificités du comic book, c'est qu'il n'y a pas un seul créateur, c'est fréquemment, il y en a au monde. Voilà, et il y a aussi une chose peut-être qu'il est bon de préciser pour les gens qui nous regardent, c'est que à l'époque, les frontières entre le dessinateur et le scénariste sont pas forcément aussi tranchées que ce qu'on peut imaginer, et que souvent ils travaillent ensemble, y compris sur la création des costumes et des personnages. Ouais, alors bon, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, quand on est en 1961, ou même en 38 plutôt, on est encore dans un âge pionnier de la bande dessinée, où les techniques s'inventent au fur et à mesure. Et pour le coup, dans le cadre du studio Marvel, qui n'était pas encore l'entreprise Marvel, par la force des choses, on est venu à une nouvelle technique de narration, mais qui a un peu brouillé les lignes justement pour savoir qui est l'auteur. Puisque la méthode Marvel qui a été développée pour le coup par Stan Lee en tant qu'éditeur en chef, c'est à partir d'un certain point, il avait tellement de séries à écrire qu'il ne pouvait pas toutes les faire en full script. Donc en fait, c'était les dessinateurs qui décidaient de l'histoire, et lui, finalement, il complétait les dialogues. C'est pas vrai sur toutes les séries, mais il y en a de nombreuses où c'est le cas. Et notamment pour avoir lu l'ensemble du run de Thor, c'est très très clair le moment où c'est plus Stan Lee qui écrit, et en tout cas ça devient Jack Kirby, parce que les histoires sont plus du tout les mêmes, quoi. Par contre, Stan Lee était toujours le dialoguiste, et justement sur Thor, on voit très bien la différence. Quand c'est plus lui qui fait les dialogues, c'est pas le même niveau, quoi. Ouais, c'était quand même sa spécialité à l'époque. Sur Thor, ça choque pas tant que ça, parce que comme on est dans l'univers des dieux, le fait qu'il parle d'une manière étrange n'est pas très surprenant. Mais par contre, c'est vrai que l'une des qualités de Stan Lee, c'était d'avoir voulu que ces personnages s'expriment comme dans la rue de New York qu'ils connaissaient depuis l'enfance, et notamment ils utilisent de l'argot que d'habitude. Oh, mais on n'écrit pas un peu des gros mots dans des publications pour les enfants. Et donc là, il a fait évoluer ça au niveau de l'écriture. C'est vraiment l'un de ses apports. Alors, il crée aussi, donc avec les 4 Fantastiques, des personnages qui sont plus proches du lecteur déjà. On a des préoccupations qui sont des préoccupations plus du quotidien, des personnages très différents. On a le jeune fougueux, on a le couple avec le mari un peu plus vieux qui d'ailleurs parfois complexe par rapport à ça, la femme qui, alors c'est une époque très lointaine, mais qui donc complexe aussi parce que son mari est un génie, et puis surtout celui qui a le plus d'interrogations par rapport à ce qu'il est devenu, c'est évidemment la chose. Donc ça aussi c'est une grosse première. On a un personnage en gros qui est un monstre.
qui est physiquement un monstre tout en ayant toujours un intellect humain et qui n'arrive pas à se regarder dans le miroir, qui a une vie qui devient très compliquée. Alors ce qui est clair, c'est que dans la formule à succès qui a été développée par Stan Lee et ses collaborateurs, il y a eu cette idée effectivement révolutionnaire d'avoir des personnages faillibles ou des personnages à problème, souvent handicapés. On a un Daredevil qui est aveugle, on a la version humaine de Thor qui est boiteux. Et ça en fait, effectivement, comparé aux super-héros précédents, qui étaient donc exemplaires, iconiques et un peu sans défaut, ça change et ça permet de plus facilement avoir de la compassion pour le personnage, parce que le problème qu'il rencontre, c'est quelque chose que nous-mêmes on peut vivre. Donc c'est vrai que les personnages inventés par l'écurie Marvel avaient quelque chose de plus facilement sympathique que les personnages précédents, ils étaient plus humains. Et on va avoir peut-être l'épitome de ça, parce que quand on est un jeune lecteur, ça s'adressait quand même avant tout aux ados à l'époque, on est un jeune lecteur et on découvre un gars qui est plutôt pas très musclé, qui a des problèmes de pognon, qui a des problèmes avec sa famille, qui a des problèmes aussi avec les filles, de grosses difficultés. Et il s'appelle Peter Parker. Et puis du jour au lendemain, il se chope des pouvoirs. Et là, on est à des millions d'années-lumière d'un Superman. Et on va pouvoir s'identifier plus facilement à ce Spider-Man et se dire ça pourrait être moi, et il a des pouvoirs, et donc on peut fantasmer sur ça. Quelque chose de très sympathique chez Peter Parker, et que je trouve qui est très bien rendu dans le premier film de Sam Raimi, c'est que certes, Spider-Man est un personnage qui a des super pouvoirs, qui d'ailleurs il a acquis de manière accidentelle, mais en fait, humainement, c'est un loser. Notamment tout le début des histoires de Spider-Man pendant 20 ans, vraiment avec les filles ça marchait jamais quoi. Donc, il y arrivait mais il avait des problèmes, après elle meurt ou bon... c'est humain. Alors on aura aussi Hulk, et puis donc on est toujours dans la tradition encore de la personne faillible, du monstre en l'occurrence. Et puis, une des grosses trouvailles aussi de Stan Lee pour moi, quelque chose qui va vraiment apporter, ouvrir énormément l'horizon, c'est les X-Men. Parce que les X-Men, c'est des mutants. Mais les mutants, ça veut dire quoi en fait? Alors ce qui est comique avec les X-Men, c'est que je suis assez d'accord que les X-Men, dès leur première version, étaient géniaux. Parce qu'il y a là-dedans au moins... une parabole de l'adolescence, quoi. C'est-à-dire, mon corps change, je me trouve moche, qu'est-ce qui se passe, les gens me détestent. Et donc, du coup, je pense que c'était des héros qui étaient très bien pensés. Après, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas forcément prévu, c'est que par la suite, toutes les minorités ont pu s'identifier à ces personnages, notamment la communauté homosexuelle, quoi. Bien sûr. Mais je ne sais pas à quel point c'est un hasard, parce que comme je le disais en intro, Stan Lee était juif. Donc il y avait aussi cette minorité ostracisée, et je pense que toutes les minorités pouvaient se retrouver aussi dans les X-Men, se dire je suis ce que je suis parce que je suis né comme ça, et que je sois juif, noir, homosexuel, peu importe, j'ai pas eu le choix et je suis ostracisé à cause de ça. Alors je sais absolument pas dire si c'est pensé, notamment parce que j'ai pas vu dans les interviews de Stan Lee ce fait souligné, mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'au départ, les X-Men, c'est la série qui se vend le moins bien de chez Marvel. C'est-à-dire, à la base, c'est un échec commercial. Je considère que c'est génial dès le départ, mais au début, ça n'a pas marché. Ouais. C'est plus tard que ça a d'ailleurs, la série a même été annulée. Pendant un moment, il y a eu des reruns. Et c'est avec ce qu'en France, on a appelé les nouveaux X-Men, mais qui était juste une reprise de la série, que ça a marché. Et pour le coup, avec des personnages qui venaient de tas de pays du monde. Ce qui était aussi une démarche, mine de rien, c'est révolutionnaire. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que pour le coup, oui, Stan Lee était précurseur dans la volonté de représenter les minorités dans ses bandes dessinées. Black Panther, typiquement, qui est récemment un énorme succès du cinéma. Ça n'a jamais été un succès de comic book, j'ai vexé personne, mais bon, ça n'avait pas marché. Mais il avait quand même eu la volonté d'offrir un personnage noir pour que d'autres communautés puissent s'identifier à un héros. En 66. Ah oui, c'était 66. Ouais, la série est publiée en 68, mais c'est vrai que c'était 66. Oui, il intervient dans les Fantastic Four en 66. Parce que ce qu'il faut aussi visualiser, maintenant on est loin dans le temps de cette époque, mais c'est que c'est une époque où c'était vraiment très osé. Ouais, tout à fait. Et c'est le premier super-héros
noir. Il y a eu des personnages avant, dès les années 40, mais c'est le premier qui a des super pouvoirs. Et surtout, enfin le truc hallucinant, c'est que il est donc le roi du Wakanda. Le Wakanda est un État plus avancé technologiquement que les États-Unis et que le reste du monde. Ça me revient maintenant. C'est en fait, le personnage est introduit dans un épisode de Fantastic Four, donc ça se promène dans les numéros 40, je ne sais plus exactement de mémoire, assez tôt dans le run. Et en fait, quand ils arrivent au Wakanda, il y a Susan Storm qui est toute étonnée. Elle fait « regarde chérie, ils ont plein d'appareils qu'on n'a pas chez nous. » Donc les États-Unis qui sont la contrée arriérée quoi, par rapport à un État africain. Richards est un génie, un des plus grands au monde. C'est très provocateur. Et non seulement T'Challa lui-même, mais les inventeurs de son pays sont pratiquement au niveau de Reed Richards, qui est un des esprits les plus brillants au monde et largement en avance des États-Unis en général. Donc c'était pas anodin de faire ça. Il y a beaucoup d'autres terrains sur lesquels Stan Lee et son équipe ont innové. Et je crois qu'un des sujets qui tient à cœur, c'est l'idée de la continuité et l'idée de l'univers partagé, qu'on voit beaucoup dans les films maintenant. Oui, alors bon, donc un sujet qu'on abordera, c'est que pour diverses raisons, la question de la paternité, de la création des personnages est fréquemment contestée et on se retrouve souvent dans les tribunaux pour des raisons qui se comprennent, quoi. Mais alors par contre, je crois qu'il y a effectivement une chose qui est complètement indéniable, c'est que la force motrice derrière l'univers Marvel, pour moi c'est effectivement Stan Lee, c'est-à-dire que c'est lui qui a vraiment été la première personne à penser un univers partagé. C'est-à-dire qu'auparavant, certes, on pourra dire, et moi je suis un grand lecteur de DC, qu'il y avait des personnages DC qui vivaient dans le même univers, mais ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire que chaque personnage était dans sa ville, vivait dans sa bulle, ne se rencontrait que rarement, et surtout, en fait, les événements qui pouvaient se produire dans un épisode, on revenait toujours à un statu quo. Il n'y avait pas d'impact sur le futur. Et alors, donc les deux grandes modifications du rôle, notamment d'éditeur en chef de Stan Lee, c'est que tous ces personnages vivent dans un même univers, se rencontrent régulièrement, et le fait qu'ils se soient battus dans l'épisode de Fantastic Four, ça va avoir un impact sur l'épisode d'Iron Man qui sera publié 2 ans après. Un exemple comme ça qui vient à l'esprit, c'est que dans la série X-Men, quand on introduit les personnages de la Sorcière Rouge et de Quicksilver, c'est déjà anticipé qu'à un moment donné, ils vont décider de devenir des héros, et au départ on pensait qu'ils allaient rejoindre les X-Men, mais finalement ils rejoignent les Avengers. Donc ce qui s'est passé dans le X-Men 1 a un impact sur le numéro de l'Avengers 16. Et ça, c'est effectivement totalement novateur. Et je crois que c'est important même pour le monde de la fiction, parce que si aujourd'hui les films Marvel ont un tel succès que beaucoup de studios voudraient copier, c'est qu'ils ont réussi à transposer au cinéma cette notion d'univers partagé. Ouais. C'est-à-dire les films ont tous des conséquences les uns par rapport aux autres. Et on voit bien qu'il y a un Kevin Feige derrière qui coordonne tout ça, tout comme il y avait un Stan Lee à une époque qui coordonnait tout ça. Et en fait, les éditeurs de comics ou les studios de cinéma qui n'ont pas réussi à trouver une personne avec ce talent de coordination, ils n'arrivent tout simplement pas à pouvoir faire vivre ces crossovers permanents. Il n'y a pas, à mon avis, qu'au cinéma qu'il y a ce problème, puisque depuis quelques années, la continuité dans les comics devient aussi un gros problème, y compris chez Marvel. On parlait de Black Panther. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, historiquement en plus, est le premier éditeur noir américain et qui a commencé donc chez Marvel, qui est donc Christopher Priest. Et Priest a fait un run extraordinaire sur Black Panther. Il a vraiment fait exploser le personnage. Et malheureusement, un peu plus tard, donc sa série s'est terminée, un peu plus tard, il y en a eu une nouvelle qui a repris certains des éléments qu'on retrouve d'ailleurs dans les films, les Dora Milaje, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont complètement balayés, parce que déjà, c'est ce que tu me disais une fois, la continuité dans les comics, un auteur va faire son run, et la continuité elle est limitée presque à cette petite bulle, à l'auteur, et un autre reprend le personnage, et ça s'arrête. Quelque part, on aurait besoin presque d'un nouveau Stan Lee.
Oui, alors sachant quand même, il est vrai qu'aujourd'hui la tâche est un peu plus ardue, puisque jusque dans les années 80, il y avait une vingtaine en gros de comics Marvel. Aujourd'hui, Marvel, tout comme DC, ils sortent 80 comics par mois. Donc en coordonner 80, c'est plus la même affaire qu'en coordonner une demi-douzaine ou une vingtaine. D'ailleurs, il est vrai que quand on voit les expériences qui ont pu être faites en comic book pour recréer des univers partagés, bah, il peut y avoir un certain succès tant que la gamme est concentrée sur un certain nombre de titres, mais en fait, quand on dépasse un certain point critique et qu'ils n'arrivent plus à suivre, et ben, très rapidement après, boum, la maison tombe. Donc on a vu ça chez des... Valiant, on a vu ça chez Ultraverse, ça c'était chez Malibu. Au début, c'était très chouette, et puis quand ils ont voulu trop multiplier les séries, ils n'arrivaient plus à suivre leur affaire, et boum, ça s'est cassé la figure. Donc c'est effectivement pas une tâche aisée. C'est clair. Mais par contre, les dernières parenthèses avant de revenir sur Stan the Man, les films aussi à ce niveau-là font un peu de mal puisque les comics essayent de s'adapter, de reproduire l'univers du cinéma, quitte à complètement oublier ce qu'ils ont fait avant. C'est un sujet sur lequel on reviendra sûrement un jour. Donc revenons à Stan. Donc comme je disais, Stan the Man, c'est un de ses surnoms, hein, l'homme qu'on voit souvent avec des cigares dans un certain nombre de et notamment, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est l'un de ses surnoms, mais c'est un surnom qu'il s'est donné à lui-même. Mais en fait, il en a attribué à pratiquement tous les collaborateurs de son équipe. C'est lui qui a qualifié Kirby de King. Je ne me souviens plus quels étaient les autres titres de noblesse de son équipe. Mais il est vrai qu'il a quand même eu, à un moment donné, alors ça, il y a un côté mythifié de l'ambiance du studio à cette époque, mais il a essayé de valoriser ses collaborateurs au niveau de la perception qu'il y en avait pour l'extérieur. Je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais ça a été effectivement l'un des premiers à systématiquement citer dans telle série, alors lui il a fait le script, l'autre a fait les dessins, mais tel autre a fait les ancrages, tel autre a fait les couleurs, et ça se faisait pas auparavant. Ça se voyait directement sur les premières pages du comics, on avait en général la première page, on la tourne, on a ce qu'on appelle une splash page, c'est-à-dire une double page, et dessus il y a marqué, voilà, écrit par, etc. Et en plus, non seulement il les citait, mais il y avait un aspect un petit peu marrant dans sa façon de faire. Il donnait justement, même juste en citant les crédits, il donnait des surnoms, comme tu le dis. Il pouvait faire des allusions un peu marrantes. Il a créé un style rédactionnel, même quand il faisait des allusions au numéro. L'idée, c'était de donner le sentiment que c'était une joyeuse famille créative, même si en réalité c'est un peu moins joyeux, mais en tout cas de donner cette impression, s'il pouvait participer à un sentiment pour le lecteur d'un endroit familier, chaleureux, sympathique auquel se retrouver. Et là, l'élément que tu me soulignais un petit peu plus tôt, c'est que effectivement, notamment dans le courrier des lecteurs, et ben en fait, les gens s'adressaient un peu à tu et à toi, ils les appelaient par leur propre nom, non pas cher lecteur, ainsi de suite. Quelque part, le fandom faisait partie de la grande famille. Et du coup, il y avait aussi ce style spécifique à Stan Lee, qui s'est après étendu un petit peu tout Marvel, d'inclure un peu des private jokes quand il citait un épisode. Il disait par exemple ça s'est passé dans Fantastic Four 34, etc. Il mettait souvent des petites touches humoristiques où il y avait un peu, là il parlait au lecteur et il racontait plus l'histoire. D'ailleurs maintenant c'est daté quand tu lis ça, mais à l'époque c'était extrêmement novateur, extrêmement différent de ce qui se faisait. Alors après, par contre, il y a l'élément un petit peu plus controversé, c'est que finalement Stan Lee aura connu pas mal de procès au cours de sa vie, et notamment il a aussi été en procès avec la société Marvel pour la question épineuse en fait, de la propriété intellectuelle des personnages. Et notamment ce qui s'est produit, c'est qu'on a parlé un peu plus tôt de l'âge pionnier de la bande dessinée. Au départ, c'était un média qui n'existait pas, qui ne générait pas d'argent, qui était à destination, qui se vendait pour rien, à destination d'un public de pauvres, et qui donc embauchait aussi des gens assez pauvres. Donc personne n'a gagné d'argent, enfin pas beaucoup, dans cette affaire. Puis quand le succès est apparu, certaines personnes ont gagné de l'argent, puis certains ayants droit n'en ont pas eu. C'est-à-dire que les contrats étaient un peu abusifs et scandaleux. Et là, il est, je pense, vrai que Stan Lee n'a peut-être pas été plus escroc qu'un autre éditeur à l'époque. Mais par contre, il a quand même été au milieu, effectivement,
controverse, notamment puisque la méthode qu'il a utilisée d'écriture en laissant la main au dessinateur pour écrire faisait qu'à l'arrivée, en fin de compte, on n'est plus vraiment capable de savoir qui est vraiment le créateur de tel ou tel personnage. Est-ce que c'est l'auteur, mais finalement il n'a pas écrit l'histoire, il a écrit que les dialogues, ou est-ce que c'est le dessinateur? Finalement on ne sait plus tellement, quoi. Et donc notamment il y a eu des conflits qui ont commencé à la fin des années 60 et qui ont été très virulents au début des années 70 avec les créateurs, notamment de la plupart des Avengers, Jack Kirby, et le Spider-Man, Steve Ditko, qui ont fait qu'ils ont quitté l'entreprise, qu'il y a eu des procès, maintenant il y a des arrangements, et puis finalement, ce qui est un peu dommage, ce que je regrette, c'est que comme il y a eu des arrangements avec la justice, aujourd'hui on ne peut plus vraiment savoir qu'est-ce qu'il en a été. Bon, je crois que dans l'absolu, ce qui est vrai, c'est que si Stan Lee n'avait eu aucun talent, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que rédacteur en chef, cette société n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu. Et même si je suis un indécrottable fan d'essai, moi j'ai tendance à penser que même si techniquement le Silver Age, on considère que ça commence avec la Justice League, la nouvelle version de Flash, il n'y aurait pas eu le Silver Age s'il n'y avait pas eu la Marvel Way. Et d'ailleurs, à une époque, Stan Lee s'y trompait pas dans sa manière de promouvoir les choses. Il avait sorti une publication à destination des femmes qui s'appelait Marvel Age. C'est-à-dire le Silver Age, c'est l'âge de Marvel. Donc, c'est pas complètement fou. Du coup, moi, il y a une chose que je veux souligner par rapport à Stan Lee, puisqu'on vient d'évoquer des choses un petit peu moins positives. C'était un être humain, il a fait des choses bien, il en a fait des moins bien. Il a quand même pu prendre position sur un sujet difficile, qui était à l'époque la drogue. Il faut savoir en fait que les comics étaient gérés par quelque chose qui s'appelle la Comics Code Authority, qui était une espèce d'autocensure. En gros, avec tous les événements qu'il y avait eu avec l'ère du macartisme, pour éviter d'être censurés, les éditeurs de comics s'auto-censuraient. Voilà, c'est pas mal comme dans le genre. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec, donc c'était une commande du gouvernement. Oui, alors plus exactement du ministère de la Santé, qui constatait qu'il y avait un problème épidémique de consommation de drogue aux États-Unis, qui touchait donc particulièrement la jeunesse. Et donc ils se disent, on voudrait communiquer auprès de la jeunesse pour faire de la prévention sur le sujet de la drogue. Monsieur Stan Lee, les jeunes lisent beaucoup de bandes dessinées, vos bandes dessinées sont très populaires, Spider-Man est très populaire. Est-ce que vous ne pourriez pas faire une histoire justement pour prévenir les dangers de la drogue à l'intérieur de Spider-Man? Donc oui, tout à fait, très bien. Donc il rédige cette histoire, et puis il l'envoie au Comics Code Authority pour obtenir le petit tampon disant que c'est quelque chose qu'on peut lire sans danger, qui correspond un peu au PG-13 qu'on peut voir sur les jeux vidéo aujourd'hui, c'est à peu près le cinéma. Et donc quand il arrive, non, ça ne respecte pas le Comics Code, on adresse des sujets qui ne doivent pas être adressés, on présente des personnages sous un jour négatif, donc il n'obtient pas l'autorisation d'avoir le label du Comics Code. Et il décide, c'est pas grave, vous n'êtes pas content, je publie quand même mon comics sans l'accord du Comics Code. Et le comics en question, c'était Amazing Spider-Man de 96 à 98, où on voit donc Norman Osborn, le fils du Bouffon Vert, et qui deviendra aussi le Bouffon Vert lui-même, qui est vraiment en prise avec la drogue. C'est écrit très durement, c'est Jill Kane qui dessine le trait très dur, c'est choquant. Et même avec la censure qu'on avait nous en France à ce moment-là, où les traits étaient un peu gommés, c'est très très dur quand tu lis ça à l'époque, dans Strange donc. Et il a fait passer ça quand même. Et c'est vrai que, donc, même si à la base c'était une commande, il avait ce souci de pouvoir parler un peu de tout et de pouvoir parler des sujets réels. Oui, alors c'est vrai que là, pour le coup, ça a effectivement eu un impact durable, parce que suite au mini-scandale que ça a produit, puisque The Comics Code Authority, ça avait au moins l'apparence d'être quelque chose d'une force de l'ordre, quoi. Mais en face, il y a le ministère du gouvernement des États-Unis. Et du coup, ils ont rebondi là-dessus pour amender le Comics Code de telle manière à ce qu'on puisse aborder un certain nombre de sujets de société qui, pour l'instant, n'étaient pas possibles. Et là, c'est vrai qu'en fait, ça venait d'une volonté, en tant qu'auteur, de pouvoir aborder des sujets humains de la société telle qu'elle se vivait au jour le jour. D'ailleurs, un peu plus tard, DC Comics fera aussi un sujet sur la drogue dans Green Arrow.
avec Oui, son. alors à l'époque pupille, c'était une Green Lantern Green Arrow parce Oui, que la ouais, série était jumelée. Alors l'avantage de cette petite arc, c'est qu'il était dessiné par Neil Adams qui était à l'époque au summum de son talent, scénarisé par Denny O'Neil qui n'était pas non plus complètement manchot au niveau des histoires, et que l'histoire est alors là pour le coup, très bien dessinée et extrêmement intéressante et a plutôt bien vieilli. Moi j'ai pas lu les épisodes de Spider-Man, donc là je peux difficilement les comparer. Ils sont super. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont plus, on s'en souvient plus, ils ont plus marqué du fait peut-être de leur qualité, notamment de dessin, alors qu'en fait historiquement, il est vrai que c'est peut-être la sortie des épisodes de Spider-Man qui a été la plus impactante en termes de société. Donc écoute, je crois que là on a pas mal remis un petit peu les choses en ordre. Pour résumer, Stan Lee a créé énormément de héros. Il a surtout lancé Marvel. Alors évidemment, la plupart des choses qu'on voit au cinéma actuellement, c'est pas lui qui les a inventées. Hein. Les Gardiens de la Galaxie, c'est bien après lui. Venom, on n'en parlera même pas. Voilà, évidemment. Il y a même des gens qui confondent les Marvel et les DC. Hein. Donc évidemment, Batman, tout ça ne lui doivent rien. Mais Stan Lee a quand même eu une contribution majeure dans la modification de ce qu'était le médium comics. C'était un homme avec toutes ses failles. C'est vrai qu'après 72, il écrit plus grand chose et que quand il s'y remet, c'est pas génial, à part une collaboration avec le dessinateur français Moebius, qui est quand même à noter et à Je ne sais lire. plus comment le titre est traduit en français, hein, c'est Silver Surfer Parable, qui se trouve dans toute bonne librairie. Moi, j'avais pas trop accroché sur l'histoire, j'accroche pas trop sur l'histoire de Stan Lee, mais au moins au niveau du dessin, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis le Silver Surfer, c'est peut-être même le personnage le plus emblématique du message de Stan Lee, puisque c'est l'éternel étranger, rejeté par tout le monde, rejeté par la terre, et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'être accepté pour ce qu'il est, avec toutes ses différences. Il a dit souvent que c'était l'un de ses préférés, celui avec lequel il pouvait aborder les thématiques les plus adultes, mais il n'a pas eu le succès commercial qu'il aurait espéré. Je pense que ça nous fait bien cette bonne conclusion pour dire que, au-delà de tout ce qu'il a pu faire et du jugement qu'on peut avoir, positif ou négatif sur certains aspects de la vie de Stan Lee, je crois que ce qui était vraiment important pour lui, c'est ce message d'acceptation des autres, avec toutes leurs différences, et avec ce qui se passe de nos jours, et en particulier dans le monde des comics, mais pas que, je pense que c'est un message qu'il faut vraiment qu'on entende. Là, je suis assez ému en fait, donc j'ai envie de dire merci à Stan Lee, merci pour ce que tu nous as apporté et pour les rêves que tu nous as donnés quand on a grandi avec toi. Et puis je pense pas qu'on se reverra quelque part, parce que je crois pas qu'il y ait autre chose, mais tu resteras toujours là en tout cas. Merci Stan pour tous ces cadeaux, et puis essaye de passer un petit bonjour à Jack.